Salut à tous et bienvenue dans Chesterview. Aujourd'hui, je reçois Philippe Alloz, qui est le président de la Fédération des buralistes Île-de-France. On va parler tous les deux de plein de choses, de contrebande, de vape, de nicotine, de prix du tabac. On va parler un peu de tout ça. On va essayer de démêler un peu le vrai du faux, parce qu'il y a beaucoup de discours là-dessus. Je voudrais commencer par un petit sujet, après on attaque le gros. J'ai vu sur ton LinkedIn que tu étais très engagé dans la chasse aux mégots. Notamment, et que c'était quelque chose qui était un des combats de la fédération. Ça en est où? Comment ça marche? Et quelles sont les solutions que vous proposez pour chasser les mégots dans la rue? Eh bien, bonjour. Ravi de pouvoir parler de ce premier sujet, donc, qui est la chasse aux mégots. Jeter de mégots, c'est une consommation d'un produit qui est déjà sensible et on se retrouve avec des conséquences dramatiques sur ce jeter de mégots. Donc l'éco-organisme Alcom, avec qui la Fédération de Paris-Île-de-France travaille déjà depuis 3 ans, porte ce sujet. On était à la Ferté-sous-Jouarre pour toute l'histoire de Alcom liée à notre action. La Ferté-sous-Jouarre a pu gravir tous les échelons de ce jeter de mégots avec un sujet qui arrive en dernier, qui est aussi le mode répressif d'amende. Donc voilà, tout a été clairement identifié, donc on a beaucoup avancé avec eux. Maintenant, on continue avec d'autres villes en Île-de-France et aussi sur des zones de test ville pilote. La dernière action a été faite à Saint-Maur. Saint-Maur qui s'est engagé sur le jeter de mégots. Les 16 buralistes saint-mauriens se sont tous engagés dans cette action avec la mairie. Donc ça fait un lien de commerce de proximité avec l'élu de cette ville. Donc je trouve que c'est un message fort. Ils sont tous dans l'action. On est aussi en phase de test avec une disposition de réceptacles, de poubelles identifiées avec le bon geste, la bonne thématique posée sur la poubelle. Enfin voilà, il y a plein de sujets qu'on a pu travailler avec eux. Les cendriers de ville. Les cendriers de ville. J'ai refusé un schéma de cendrier parce que la petite thématique qui était mise, en tout cas le petit icône qui était mis sur le cendrier, faisait comprendre en premier lieu qu'on jetait le mégot à terre. Donc on a été dans la correction, ils nous ont entendus. Donc voilà, ça a été très partagé et ça nous a permis, je pense, d'aboutir à un sujet où on maîtrise le jeter et non pas le ramassage. Le ramassage est aussi une structure que les communes peuvent bénéficier quand ils signent avec l'éco-organisme Alcom à pouvoir s'équiper de meilleure façon. Il y a du recyclage sur les mégots ou pas du tout? Il existe du recyclage sur les mégots. Et je salue une des structures que je connais bien, je les cite ici, mais Ciao Mégo est vraiment un acteur que je connais et très important. Il s'est axé à récupérer les micro-organismes qui sont nocifs dans le mégot pour pouvoir retraiter la fibre, pour pouvoir reproduire des isolants, des doudounes. Donc là, il a été vraiment très profond. Il a une perte, entre guillemets, sur ce ramassage, ce traitement, cette remise en condition dans d'autres matériaux. Je ne veux pas me tromper, mais c'est de l'ordre de 3% sur le mégot global. Donc voilà, il y a des organismes qui travaillent. C'est beaucoup plus dur d'implanter tout un chapelet de mesures plutôt que de s'activer que sur une. Mais comme on sait, comme on dit, pour arriver à ces fins, il faut commencer par la première étape, rajouter la deuxième. Juste symboliquement, un mégot que l'on trouve par terre, c'est 500 litres d'eau qui sont nécessaires pour pouvoir le recycler. Ouais. Voilà. Donc, on peut s'imaginer. C'est très polluant, quoi. Hein. C'est très polluant. Voilà. Ouais, et en plus, c'est comme un déchet qui contient de la nicotine, des goudrons, ça contient des toxines. Enfin, c'est polluant pour les nappes phréatiques. C'est pas terrible. Voilà, exactement. Ça doit vraiment faire subir l'objet de beaucoup de traitements pour redonner une viabilité, on va dire, à cette finalité de produit. D'accord. Pour ça qu'on s'est engagé. Ouais, c'est un combat très important et c'est souvent noté dans les causes de pollution écologique assez importantes, notamment sur les plages. Donc c'est bien de s'en occuper. Je voulais parler avec toi du gros sujet qui concerne les buralistes et tous les Français, j'ai l'impression, et dont tu parles beaucoup, c'est la contrebande du tabac. Il y a plusieurs causes, il y a plusieurs raisons et il y a plusieurs effets. Donc on va essayer de faire ça à peu près dans l'ordre. Je vais te poser une question un peu défaitiste au début, mais est-ce que tu penses que la bataille contre la contrebande, c'est une bataille qui est perdue d'avance? C'est un gigantesque océan à vider avec une cuillère à soupe. Est-ce que de notre fait et du fait de notre représentativité, nous ne devons pas quand même mener ce combat? Pour moi, il n'y a pas de question plus amène à se poser. On doit mener ce combat. Pourquoi? Parce que la consommation n'est pas baissière.
c'est l'achat du produit légal qui est baissier. Et quand tu es un commerce de proximité, quand tu es un indépendant qui a investi sur un marché, tu dois, en termes de ta représentativité, en étant président d'une fédération régionale, c'est un combat, même s'il est perdu, il est à mener. Il est impérativement à mener. La consommation ne baisse pas, donc elle est ô combien impactante sous l'égide, comme je te dis, de commerçants de proximité, d'indépendants, mais aussi sous l'égide de la moralité qu'on peut avoir en tant que père de famille. Donc là... C'est un fait de santé publique, quoi. C'est un fait de... J'irai même plus loin, parce que là, maintenant, notre sujet de contrebande, on va peut-être citer des chiffres, on va dire que c'est plus de 40 sur un produit de marché de monopole. Donc 4 Français sur 10 achètent leur clope ailleurs que chez le buraliste. Autrement. Ouais. La période Covid a modifié les modes de consommation, les modes de distribution aussi. On était commerce essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de transport de marchandises. On ne pouvait plus rien transporter. On n'avait pas une messagerie qui nous apportait notre colis Amazon, donc on était dans le suspens global. On parlait des Uber Eats quand ils se sont développés. Maintenant, on arrive à ce Uber Eats sur le marché de contrebande de tabac, et c'est une normalité. Donc voilà, les modes de consommation ont changé. Là, aujourd'hui, ça devient un sujet sociétal. L'achat de cigarettes, de contrebande, contrefaçon, on l'appelle comme on veut, en tout cas l'achat, moi je l'appelle illégal, c'est un sport national. Et c'est un sport national de tous les Français. On a mis un interdit qui s'est basé sous un format de prix, on pourra parler d'interdit, et je pense qu'en France, la production d'interdits est nuisible à l'ensemble de la société. Pour toi, la cause de la contrebande, cause numéro 1, c'est le prix du tabac ? Le prix. Uniquement le prix. Parce qu'en vérité, en étant complètement clair, hein, si on est contrebandier ou qu'on veut vendre quelque chose, quand on est capable de faire du profit sur un produit en le vendant 100% moins cher, genre à moitié prix quoi, par rapport à un buraliste, et en étant quand même bien au-dessus de 50% de marge, ce qui est magnifique quand on déclare pas ses impôts, ça devient très attrayant, quoi. Là, ça devient très attrayant, et le phénomène du prix ne va faire qu'accentuer ce sujet. Quand tu peux aller chercher un produit à moins 100% du prix réel, sans imposition, sans charge fixe, sans tous ces sujets, fait que si on continue dans cette optique, c'est pour ça qu'il y a un moratoire qui est demandé confédéralement, si on augmente le prix, on augmente également la valeur du marché illégal. Faut faire attention à ça. C'est-à-dire que là, on est dans un sujet qui dépasse le cadre du tabac. Je ne parle pas du sujet santé. On touche à un autre sujet, c'est qu'on est en train d'alimenter, par le prix, un phénomène de dangerosité sociétale. Donc on touche à notre société. On a cet ensauvagement de la société, et je veux m'arrêter là parce que c'est pas mon sujet. Ah non, t'inquiète, on va continuer. Voilà. Je voudrais juste savoir un truc par rapport à ta vision des choses là-dessus. Tu es au contact des buralistes et des commerçants depuis très longtemps, tu connais très très bien ce sujet, c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Comment on sort de ça? Est-ce que c'est éducation vers voici comment on arrête de fumer, voici des produits supplémentaires, et qui est les sachets, la vape, les choses avec de la réduction des risques? Ou est-ce que inévitablement il va falloir redescendre le prix du tabac et arrêter cette vision de dire ah non, si on met le tabac à 20 €, plus personne n'achètera de paquets de clopes? Alors si on le met à 20 €, comme je viens de te l'expliquer, les gens continueront d'acheter ailleurs. À 10 € aussi. On n'aura qu'à alimenter un autre circuit, point. Non, je pense que, et je reviens sur le schéma un peu descriptif où le Covid a fait changer les modes de consommation. Les modes de consommation sont changeantes. Les interactions numériques, en tout cas on l'a vu sur la puff, où les actions de mise en avant de la puff n'ont pas été faites par le réseau buraliste. Mais par contre, on s'est retourné contre le réseau buraliste sur le sujet de la puff quand elle est lancée. Bon, donc on aime bien taper sur le côté légal quand ça arrange parce que ça fait médiatiquement le business, ok. Sauf qu'on n'a pas résolu le problème. Ouais. Sur ce sujet, on se retrouve dans l'invective où je pense que les modes de consommation doivent se jouxter. On aura le produit tabac qui sera peut-être dégressif, qui sera
pas en perdition, qui peut-être deviendra peut-être un sujet de niche, qui sera destination encore de fumeurs, mais il y a une très grande part qui est en train de prendre, et c'est pour ça que je suis aussi ici aujourd'hui. Cette part, c'est la consommation de nicotine au travers de la vape. Je suis content de venir ici, pourquoi? Parce que je voudrais pas non plus que dans la vape, on fasse ce sujet qui nous est incombé au tabac de faire des interdits, parce que ça nuit tout simplement à la consommation globale que personne ne maîtrise. C'est le consommateur final qui fait la décision. C'est lui qui va chercher le produit qu'il souhaite. Donc en tant que commerce de proximité, on a encore une force vive qui s'appelle les buralistes. Il faut impérativement qu'on mette les bonnes fondations pour pouvoir élargir nos spectres, être l'acteur qui correspond au commerce de proximité. Parce que le premier et le leader sur ce marché, entre autres, de la vape, je globalise tout, mais tu peux associer les sachets de nicotine, le premier vendeur, c'est Internet. Donc ça passe au travers des mailles du filet qui nous ont imposé, nous, en tant que buralistes, et qui sont aussi le phénomène d'avoir un cadre le plus rigide possible dans la consommation de produits à être identifiés nocifs pour la santé. Il faudra parler santé à un moment donné. Voilà. Je finalise ma réponse par ce mot santé. C'est difficile pour nous de l'approcher. Je pense que si on fait cette cuisine interne avec les vape shops, nous les buralistes, contre Internet ou pas contre Internet, on va en jouer et tout le monde en joue. Mais nous, notre cadre légal ne nous permet pas de pouvoir communiquer. Quand tu dis contre Internet, tu parles des ventes sur Snapchat, toutes celles qu'on maîtrise pas. Et tous ces trucs-là. Moi, je suis ou contre, tu parles des boutiques sur Internet. On a un produit nocif, on a un produit d'addiction. Je suis contre les sujets qu'on ne maîtrise pas quand on porte un produit d'addiction ou nocif. À partir de là, pour moi, c'est le cadre. Une fois qu'on a posé ce cadre-là, ça veut dire que sur Internet, qui est aussi un mode de consommation, qui est donc un marché, je n'ai pas de sujet avec ça, si le produit est encadré. S'il n'est pas encadré, eh ben on voit un peu les dérives qui peuvent être initiées. Et après, on se retrouve dans des droits très différents. Ça rejoint différentes directives de pays. On en parlait tout à l'heure en off, mais c'était le sujet où tu m'as parlé de l'Australie, où tu m'as parlé sur d'autres sujets. On peut parler de l'Angleterre, on peut parler d'autres pays qui ont pris des positions. Donc là, c'est un marché mondial, c'est un marché de consommation mondiale. On sait que les frontières sont transpercées par ces modes de communication. Voilà, pour moi, c'est aussi le sujet où on pourra tenir la santé. C'est un vaste sujet, quoi. Je t'ai vu parler d'insécurité aussi. Je t'avoue que c'était pas un problème que j'avais identifié au début avec la hausse du prix du tabac. Mais tu parlais sur LinkedIn justement de l'insécurité qui était liée au fait que maintenant les clubs sont si chers que en tant que buraliste, tu vends quelque chose qui est ton stock derrière toi commence à valoir des milliers d'euros, et les braquages et les choses comme ça peuvent arriver. C'est un effet que tu vois beaucoup en Ile-de-France, toi, ça? On a tout simplement un super épisode qui me porte beaucoup, et à chaque fois, je suis un peu dans l'émotion. Donc, je l'aborde un peu difficilement. On a vécu les émeutes. Les émeutes, nous, en Ile-de-France, ça a été 283 magasins qui ont été pillés, dévastés, brûlés pour des indépendants. Schéma, pour construire ton tabac, tu investis. Tu parles de 283 buralistes ou 283... Buralistes. D'accord. Le schéma des émeutes a été tout simplement le même schéma de globalisation de l'état de notre marché, comme je pouvais en parler tout à l'heure, du schéma du Covid. Le Covid, je dis que la consommation s'était passée dans la même pièce. Le schéma des émeutes, ça a sanctuarisé, moi, le fait de dangerosité de notre produit. Parce qu'on est les garants d'une fiscalité, parce que de par ce fait, la profession a travaillé depuis des années à bien mettre des outils, des solutions. On a des mutuelles, on a différentes choses qui ont pu poser notre viabilité pour pouvoir porter cette fiscalité. Et là, le prix flambe et on se retrouve en pleine dangerosité. 283, c'est 10% des buralistes en Ile-de-France. 10% ont été impactés. Et on voit, et on a senti, nous, au travers de nos échanges avec tous les buralistes, que des codes ont été cassés après ce schéma d'émeute. Les voyous n'hésitaient pas à passer derrière le comptoir, n'hésitaient plus à invectiver le buraliste, à lui dire on sait ce que tu as dans la réserve, donc tu te calmes, sinon ça va mal se passer. Enfin, ça a été c'est un climat dans lequel on se retrouve, et on en parlait aussi en off, où dans notre société, dans sauvagement, dans un mode urbain, où on a un côté un peu plus électrique, peut-être dans la ruralité.
eh bien, on le vit au quotidien. Donc, le prix du paquet, oui, par évidence, et on peut le voir aussi dans la distribution du tabac, tout converge sur le phénomène de prix. Un, sur notre système d'achalandise, de logistique qui nous alimente en tabac. On a un sujet, là, on travaille très fort avec notre logisticien du tabac pour justement essayer de trouver les bonnes solutions, parce que sur un marché baissier, il faut se réadapter, mais tout est lié au prix. Tout est lié au prix. Il y a des camions entiers de Logista qui ont été kidnappés. Ouais. Donc là, on touche à un phénomène de criminalité qui conduit au narcotrafic. Enfin, c'est presque comme braquer un camion de la Brinks, en fait, parce que mais c'est plus rentable. Un semi-remorque rempli de clopes... C'est beaucoup plus rentable. C'est rentable, quoi. Dans le schéma des émeutes, j'ai un établissement qui était pas loin de Saint-Ouen, où les gars se sont mis à vendre en le piquant à 3h du matin, ils se sont installés devant et ont vendu directement dans le commerce. Voilà, c'est une image un peu folle, mais il y avait le produit, ils ont utilisé le comptoir du buraliste, parce que le buraliste il a été obligé de se sauver, ils avaient investigué les lieux et ils se sont mis à vendre derrière le comptoir. Donc voilà, voilà, on a vécu suspens et j'espère ne plus revoir ça. Donc la dangerosité, maintenant, elle est transposée par justement, on a cassé beaucoup de codes dans la relation avec ce buraliste, dans des lieux où les buralistes, il faut aussi le savoir, c'est quand même le dernier réseau de proximité qui est au plus près des plus éloignés. On le dit bien assez souvent. En phénomène de ruralité, c'est aussi la très belle action qui a été menée de notre profession d'être le dernier présent, en tout cas l'acteur de la ruralité qui peut amener d'autres commerces et qui a une vraie action sociale. Et je pense que ce virage a vraiment très bien été pris par la profession. Mais dans le mode urbain, on est aussi au plus près des plus éloignés. Le buraliste a une assise qui lui permet, au travers de ses services, on va parler que de consommation de nicotine ou de tabac, mais on amène aussi d'autres services, bien sûr, on est plein d'auteurs, on est devenu acteur bancaire. Je me rappelle qu'il y a 13 ans, on est arrivé avec ce sujet, alors je le nommais, mais nickel, on nous a pris pour des fous, hein, et j'étais vraiment bien placé parce que j'ai une vraie histoire relationnelle avec Nickel, on nous a pris pour des fous. Donc on a une assise. Et on est en première ligne et on subit toute cette dangerosité et le phénomène de prix est clairement identifié. Ouais. Donc phénomène sociétal, phénomène de prix, et je voudrais qu'on revienne aussi sur le sujet de la santé. Parce que là, on a galvaudé, il ne faudra pas oublier le sujet de la santé pour les Français. Oui, parce que si on regarde les stats de l'OFDT maintenant, on nous annonce une certaine baisse du tabac qui n'est pas spectaculaire, mais qui se voit quand même un petit peu. Mais est-ce que finalement, vu que l'OFDT prend ses stats directement en termes de vente officielle de tabac, si on rajoute à ça les 40% de contrebande, est-ce que le tabagisme en France n'est pas un des plus élevés d'Europe finalement? Est-ce que même cette stat, on peut lui faire confiance? Si on prend tous les chiffres en pleine réalité, on peut lui faire confiance. Mais comme tu viens de le dire, il est clair et identifié qu'aucune étude, en tout cas de l'État, nous globalise ce marché de contrebande. Donc là, pour l'instant, on est dans des chiffres approximatifs. J'ai aucune certitude. Les seules certitudes sont menées par un tabaco qui a mené la certitude de dire on est à 40%, on va dire globalement. C'est la fameuse étude de PMI dont tu parles, qui a été faite par Ténon. Ouais. Et oui, donc ça, c'est la seule étude. Je pense que ça serait un vrai focus que l'État devrait faire pour l'état du marché. Après, je reviens sur un sujet. Au travers mondial, au travers de la consommation du tabac, je pense que c'est un marché qui est baissier. Et les chiffres nous le rappellent, on est sur un marché baissier. La difficulté, elle rejoint dans cette interview à dire, on a un mode de consommation qui est fortement lié avec la nicotine. Elle est sous d'autres aspects. La vape en est l'exemple global. Quand je parle de santé, pour moi, ça s'identifie à la vape. Quand je vois que dans le marché de la vape, on commence à identifier à volonté de vouloir mettre des interdits sur les saveurs, on est encore dans l'aberration complète. C'est-à-dire qu'on va traiter juste un produit sans traiter le fond du problème. Ça, c'est encore un sujet où il ne faudrait pas que... vraiment, ça serait une décrédibilisation complète du marché de la vape sur ce secteur s'il y a des décisions gouvernementales qui sont faites à ce sujet. Je sais qu'en Angleterre, pas loin des hôpitaux, il y a des marchands de vape. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Il y en a même dans les hôpitaux. Il y en a même dans les hôpitaux. Donc c'est bien ce que je voulais porter. Donc voilà, l'action, la consommation,
elle n'est pas baissière, elle se dirige vers une autre consommation qui est le produit addictif, la nicotine. Donc maintenant, comment faisons-nous pour s'identifier? Tous ceux qui se sont engagés sur le produit de nicotine, ben bien sûr les buralistes, mais aussi tous les acteurs vape shop, ça c'est mon monde parfait là. Je l'identifie comme ça parce que je n'ai pas les solutions, mais il faudrait vraiment qu'on soit de façon forte, assumée, de chacune des actions que tous les acteurs ont pu prendre pour ressortir un schéma pour protéger le consommateur dans le schéma de santé et pouvoir apporter cette certitude que ce produit est encadré. Donc voilà, c'est le schéma de licence, comment on peut le faire, il faut qu'on en parle et je pense que la première action c'est d'en parler entre nous. Si on peut y convenir, c'est en parler entre nous pour pouvoir le proposer, pas se le voir imposer. Ouais, une licence, ce serait idéal pour pouvoir dire ok, bah, voilà, tu peux vendre de la nicotine parce que tu sais le faire, tu sais conseiller, tu sais quoi faire. D'ailleurs, en parlant de licence, il y a toujours ce spectre. Tu parlais de suppression d'arômes, le spectre de la suppression des arômes, évidemment, c'est une histoire d'enfants, des enfants qui aiment la fraise et qui vont vaper de la truc. Bon, moi, je suis plutôt convaincu que c'est une histoire d'éducation qu'une histoire de supprimer la fraise, mais ça c'est encore autre chose. J'ai vu que tu avais mis en place, ou en tout cas dans certains bureaux de tabac pilotes, enfin certains buralistes pilotes, des caméras de reconnaissance faciale qui marchent par IA pour reconnaître les traits des gens. Est-ce que c'est une mesure qui est populaire dans le réseau des buralistes, ça? Alors, on a mis cette action au mois de décembre, on a fait un communiqué de presse. Dans notre magazine buraliste, au mois de juin, ressort le sujet d'étude des 15 buralistes qui ont été alimentés et quelle a été la relation qui a pu être posée au quotidien. Pourquoi cette caméra, et je reprends tes propos, elle n'utilise pas l'IA. L'IA a été implantée dans la caméra, il n'y a aucune analyse qui est faite. Après, attention, quand on touche du public, il faut bien dire les choses, ce n'est pas analysé, c'est juste une transposition de fichier qui fait que la résultante et la décision en revient au gérant de l'établissement. Si c'est rouge, par exemple, mais que la personne en face dit non, je suis majeur, montre-moi ta carte d'identité, le problème est réglé, quoi. Dans la relation client, ça nous a complètement émancipés. Donc dans la relation, alors il y a le jeu, les interdits des non-majeurs, les vieux mineurs non majeurs, enfin voilà, où il y a un jeu, rentrée des classes, tiens je vais passer, tiens le buraliste il a sa caméra, vas-y passe, tu vas voir s'il passe ou pas. Non, il y a un jeu qui s'instaure, oui, par évidence, mais ensuite c'est vite désacralisé, les choses sont bien dites après, et donc c'est vraiment un sujet de résilience à dire voilà, ici ça passe pas, donc on est un cadre. Chaque fois que tu fais une vente, elle se globalise à remettre ton contrat de gérance en jeu. Ton contrat de gérance, il est calé par la non-distribution aux mineurs de ces produits d'addiction dans lesquels nous sommes encadrés. On peut pas, on est dans l'invectif de pas demander les papiers. On n'a pas ce pouvoir, nous, au travers de notre contrat de gérance. Ah, vous pouvez pas demander les papiers? Pas nécessairement, quoi. Il faut qu'on demande l'âge. Ouais. Il faut qu'on demande l'âge, parce que quand on est contrôlé par des structures, ceux qui nous répondent ne peuvent pas nous mentir. Donc là, c'est factuel. Et là, on a cassé beaucoup de conversations qui peuvent porter à une mauvaise entente, une mauvaise relation client. Donc là, on a cassé tout ça. Dans les textes de loi, il faut bien sûr identifier, et c'est aussi la protection des personnes. Donc confédéralement, Philippe Coy a fait le boulot, puisque c'est lui qui a été reçu par la CNIL pour justement être auditionné sur ce sujet. Ils n'ont vu aucune irrégularité. Donc c'est un produit qui factuellement est porté par le marché sur un métier addictif qui nous apporte encore plus de compléments sur un cadre, sur toutes ces addictions, et il ne faut pas s'en passer. Voilà. Ouais. La prochaine étape de ce projet-là, ce serait quoi? Une loi pour le rendre obligatoire? Tu penses que ce serait une bonne chose si ça venait de l'État? En disant, voilà, maintenant c'est une loi, vous devez avoir ça dans votre établissement. Parce que quand on prend le code de la route, comme je te dis, le feu rouge, et en même temps, comme pour se protéger, on met tous la ceinture. Pourquoi on ne mettrait pas tous la ceinture pour ce sujet-là? C'est exactement pour moi le même sujet. Donc ça a été imposé, il faut que ça tombe de l'État. Mais oui, ça serait peut-être une bonne chose. Parce que quand on parle de loi, on parle aussi d'application.
On parlait de contrebande tout à l'heure, ce qui est le problème numéro 1 que je vois, si on voulait régler un petit peu ce problème de contrebande, c'est l'application de la loi. C'est l'application de la loi. Donc il faudrait quoi, mettre 4 gars de la BRI armés jusqu'aux dents devant chaque bureau de tabac? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas rentrer dans ce schéma. Sauf que dans le sujet du buraliste, c'est super important. Il y a des actions de différentes associations qui sont menées à cibler les buralistes. On se retrouve dans des invectives à volonté présentées devant les tribunaux, certains buralistes pour vente à mineurs. Là, factuellement, tu as cet outil qui t'aide donc justement à éviter justement peut-être une erreur. Hein. Attention, hein, je touche du bois et on voudrait approcher les 100, on voudrait toucher les 100%, il faut toucher les 100%. Il peut y avoir des erreurs, mais là on galvaude tout le sujet. Il faudrait vraiment poser différentes discussions entre nous pour pouvoir proposer à l'État le sujet global de cette consommation de nicotine. Je parle nicotine, tabac, on parle sachet de nicotine, on parle de tous ces nouveaux produits de consommation. Alors sachets de nicotine qui sont en cours d'interdiction au niveau européen, là, oui. Comme tu dois le savoir. Oui. C'est le sujet de comment les consommateurs consomment aussi. Hein. C'est l'eau de Javel. L'eau de Javel n'est pas interdite et pourtant, si tu bois de l'eau de Javel, ben, tu peux être malade. Ouais. Donc là, le sujet aussi, c'est aussi la présentation du produit. Hein. Tout le monde a mangé des chewing-gums et quand tu veux avoir plus de peps dans le chewing-gum, quand tu as un chewing-gum extra fort, tu en prends 3-4. Ben avec la sachet de nicotine, c'est pas possible. Voilà, un peu la difficulté du mode de consommation des clients. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet social, de santé. Il faut un cadre, il faut que des gens harmonisent la chose. Peut-être qu'il faut vendre à l'unité, je ne sais pas. Ou de l'éducation, tout simplement. Ou de l'éducation aussi. Mais là, on part de loin. Enfin, dans notre société, on part de loin. Voilà. Donc, et tu revenais sur un propos. C'est tragique de partir de loin dans l'éducation. C'est pas le problème, et tu le disais tout à l'heure, c'est pas le problème de la fraise, c'est le problème de l'éducation. Mm-hmm. Je pense que notre métier a déjà beaucoup à faire. On a un sujet encadré. Voilà. Peut-être les parents devraient s'y mettre, non? À éduquer leurs enfants, ça serait pas mal. Il y a d'autres sujets en France où les parents devraient s'y mettre. Ouais, plein. Mais il faut qu'ils s'y mettent à tous les sujets en même temps. Après, moi, je ne veux pas rentrer dans ces propos parce que, comme tu peux le comprendre, on peut en parler jusqu'au bout de la nuit et on n'aura pas la solution finale. Donc là, par contre, sur ces métiers, sur ces produits, les sachets de nicotine, bah oui, le gars, quand il en a pris 3-4, je fume pas et j'ai essayé, hein, j'essaye tous les produits. Moi, je fume pas, donc je suis pas consommateur de nicotine. Je fume des fois complaisamment du cigare quand je suis bien, dans un mode opératoire parfait. Donc, comme je travaille beaucoup, je l'ai pas souvent, mais bon, quand je l'ai, je l'apprécie. Ouais. Mais j'ai essayé sachet de nicotine. N'étant pas un consommateur de nicotine, ça m'a fait j'ai pas pris un très fort, hein, mais voilà, donc c'est vraiment... Ouais, tu le ressens. Hein. Tu le ressens. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'en prendre 4, hein. T'en prends un, ça suffit. Hein. Oui, mais braver les interdits, ça a fait partie de quotidien de tous les Français, je pense. Hein. Oui. Bon, donc voilà, on a des produits qui sont nocifs à la santé quand ils sont mal consommés. Ils sont nocifs aussi par le sujet d'addiction. On a tout ce combat à mener. On a des filières qui peuvent s'harmoniser sur le sujet. Pour moi, ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et il faut qu'on se défende ensemble sur le sujet. Je reviens sur les saveurs. Les saveurs pour la vape, c'est un non-sujet, c'est une aberration pour moi. Alors, je ne parle pas du sujet que tu m'as avancé ou le sujet d'éducation. C'est un non-sujet. C'est qu'on nous sort du tabac, on veut nous sortir les phénomènes de saveur qui peuvent t'identifier à pouvoir consommer cette nicotine, mais tu t'interdis à pouvoir l'utiliser pour retomber dans le tabac. Enfin, je pense que là, on est on est dans une pièce folle à pouvoir se cogner la tête contre tous les murs. Et on va apprendre aux jeunes le bon goût de la clope avec la vape, comme ça quand ils n'ont plus de vape, ils peuvent directement passer au tabac sans aucun choc. Ça va être génial. C'est un sujet, on a interdit les mentholés, enfin nous on a eu beaucoup d'interdictions sur la cigarette. Ouais. Donc on sait d'où on vient. On sait, les pastilles qu'on nous a interdit. Enfin voilà, on est dans un mode mouvant, on est dans un mode où notre État est dans un état de carrefour. Tu vas acheter... tes petites billes, tes cigarettes de billes, c'est aussi un marché aussi. Enfin, tu différencies beaucoup de marchés qui sont transfrontaliers, de contrebande, de contrefaçon. On peut tous les identifier. On ne cadre pas et on a un produit distribué en France qui le jour où, et je veux pas, hein, ce que je vais dire, je veux pas, hein, on pourrait dire on veut plus des buralistes, on les sort.
Je ne leur donne pas 5 ans pour revenir en arrière et dire « Ah, mais non, il faut recréer cette entité parce qu'en fin de compte, ça nous servait. » Donc voilà. Tu as l'impression que l'État, en ce moment, et depuis ces 10, même 20 dernières années, soyons larges, tu as l'impression que l'État comprend bien ce problème d'addiction, de contrebande, de prix, de comment lutter contre le tabagisme, de comment régler tous ces problèmes sociétaux et en même temps les problèmes de santé publique. Est-ce que tu as l'impression que le gouvernement comprend bien ça, ou est-ce qu'il y a d'autres forces en jeu qui font qu'ils comprennent très bien mais ils ne peuvent pas appliquer? On va dire que la compréhension, elle est logique, donc je pense qu'ils comprennent. Les forces mises en place ne sont pas en corrélation parce qu'elles touchent un sujet sociétal. Je pense que l'État n'a pas les moyens de ses ambitions, en tout cas, sur le sujet du tabac. C'est pas pour ça qu'il faut lâcher le morceau, comme je te l'ai dit, donc on va pas lâcher le morceau. Il y a un sujet où un acteur fondamental pourrait s'actionner un petit peu plus fort, à mon sens, c'est la santé. Comment l'interpeller, comment discuter avec eux. Je sais que l'ensemble des professions de la vape, même notre confédération travaille avec des addictologues. Il est par évident ce sujet à pouvoir sortir de ces addictions, en tout cas les maîtriser. Je pense que c'est le seul acteur qui pourrait faire changer des lignes pour nous en France. Donc si toutefois il devrait y avoir un sujet qui pourrait nous amener à un schéma de solution, ça serait l'acteur de la santé, à se poser sur le sujet, sans la seule solution de prix, et poser sur le sujet. La consommation ne bouge pas, hein. On ne va pas se dire, on va pas se dévoiler la face, la consommation depuis 20 ans n'a pas bougé. Elle a bougé sur un secteur, un segment de jeunes adultes, mais on sait pertinemment, toi et moi, que ce schéma de jeunes adultes, ils ont été consommés d'autres produits. Ils ont été peut-être sur la puff, ils ont été peut-être sur ces nouveaux modes de consommation. Notre schéma global, il faut factualiser, si je fais un petit parallèle avec les stupéfiants, on est 3 fois plus grand. C'est pour ça que c'est un marché qui est très important. On a 4 millions de consommateurs de stupéfiants en France. On a à minima 13 millions de consommateurs de nicotine, de tabac, tout ça cumulé avec différentes interactions en fonction des âges des consommateurs. Ouais. Et c'est un marché qui est très très important. Donc c'est un marché sociétal. Voilà, j'en reviens toujours à ça, mais il ne faut pas galvauder ce sujet. Comme on en parlait aussi en off, ouais, mais c'est qu'une clope. Ouais, c'est qu'une clope. Pour le vendeur de contrebande, ouais. C'est qu'une clope. Ouais, mais la clope, elle est en marché 4 fois plus grand que le marché des stupes. Voilà l'importance de ce marché. Et ça enrichit de gros réseaux. Je ne suis pas rentré dans le sujet, mais oui, ça enrichit, bien sûr, parce que là, on parle de pénalisation, on parle des peines encourues. Les plus pragmatiques, les plus factuels, c'est les réseaux mafieux. Ils vont là où il y a le moins de dangerosité. Ils savent s'axer à aller chercher le moindre, entre guillemets, risque et aussi de production, hein. Je pense que pour produire, du mal à faire le sujet stupéfiant, malgré que le CBD nous a amenés sur ce marché, mais la production d'une clope, il n'y a aucune volonté à vouloir se battre plus que de mesures avec un stock de clopes au détriment d'un stop de ces go-fast qui transportent des stupéfiants, parce qu'il y a un mode de production qui est beaucoup plus élaboré. La production d'une clope, quand elle est industrialisée, que ce soit dans les réseaux mafieux avec des vieilles machines, ça roule. Ouais. J'ai vu qu'il y avait carrément des réseaux maintenant qui fabriquaient en France, quoi. Oui, il y a eu 7 usines. L'année dernière, il y en a eu 3 de démantelées en France. La plus grosse qui a été faite, c'est dans la région à destination du marché parisien. Pour ça qu'il y a un peu les difficultés. On a vu aussi cette mouvance, depuis que je suis vraiment le sujet, cette mouvance de zones de production, de zones. Alors là, maintenant, on se combat contre les zones, les box qui sont des petites structures c'est un schéma de logistique, hein. Donc, plutôt que de mettre des zones de production trop proches de la région parisienne, qui est très demandeuse, on met des box, donc c'est des petits stocks qui sont posés. Par contre, les zones de production sont maintenant, ils s'embêtent pas, hein, ils laissent une grande partie des zones de production en dehors de l'État français, donc on peut dire en Belgique, hein, Belgique, on le voit, hein, le phénomène du prix, pour rebondir sur la Belgique, je pense que tous mes collègues buralistes sur les Hauts-de-France, ils vendent plus de tabac. Ouais. Pourquoi ? Parce que la fiscalité s'est rapprochée. Alors maintenant, on a une distance un peu plus longue avec le Luxembourg, on peut retrouver avec l'Espagne. Ça, c'est le sujet frontalier. Les trafiquants, il n'y a pas de sujet de logistique.
Eux, ils ont un sujet à pouvoir beaucoup de clubs pour pouvoir en vendre beaucoup. Ouais. Ils sont même à schéma de production de dire je vais produire 100 millions de clubs et je suis prêt à en prendre 100 millions, mais si j'en vends 100 millions, j'en produirai 100 millions à les perdre. Donc voilà un peu le schéma, parce que les peines encourues sont moindres, parce que c'est un sujet beaucoup plus large que les stupéfiants. Ça rejoint un schéma de chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc voilà. Comment fait-on ? Comment s'axe-t-on ? J'ai une autre casquette où je travaille beaucoup avec les commerçants de France. J'ai pris un rôle de vice-président sur le secteur non alimentaire aux commerçants de France. Il y a beaucoup d'acteurs du commerce qui sont perturbés par cette insécurité de ces marchés illégaux qui sont en train de se poser sur le pavé devant les établissements de commerce de proximité. Mais là, il n'y a pas d'intervention de la police, par exemple. Il y a des interventions, mais on se bat contre... Mais ça revient, quoi. Ça revient après. On en parlait aussi tout à l'heure, c'est des interactions qui sont faites sur les commerces de proximité et on se retrouve à des actions. Je me rappelle en 2022, il y a toute une rue à Pantin qui a baissé pavillon de 14h à 18h. Tous les commerçants de proximité, ça allait du boulanger, de l'agence immobilière, à l'opticien, au buraliste, tous ont fermé la boutique un samedi après-midi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un tel réseau implanté. Alors, il y a de la misère. L'exploitation de ces réseaux mafieux, c'est toujours lié à de la misère. C'est toujours lié à la misère des personnes qui sont en très grande difficulté. Donc là, il y a tout le schéma pour que ça se produise, que ça se déroule. Enfin, la difficulté, on est là. Et puis, sujet du prix aussi, des acteurs de commerce qui sont, entre guillemets, je les appelle peu scrupuleux, qui aussi, eux, sont dans le schéma. Tout le commerce, dans ces nouveaux modes de consommation, est impacté à pouvoir retrouver sa place. Le commerce physique a besoin de se battre très fort pour continuer d'exister. Et il est évident qu'ils vont chercher tous les produits. Le shop-in-shop est aussi dans notre produit du tabac à être retrouvé dans beaucoup de commerces. La cigarette à l'unité, elle n'a jamais été vendue. C'est un peu le schéma de la puff quand elle a été lancée. Elle n'a pas été vendue par les buralistes. C'est par des acteurs autres qui ont lancé. Par contre, on est tombé sur les buralistes. 24, Il faut savoir que la cigarette à l'unité en France, c'est pas chez les buralistes qu'il faut aller chercher, c'est interdit par notre contrat de gérance. Par contre, la population sait très bien qu'on peut l'acheter une clope à un commerce peu scrupuleux. Il n'y a aucun sujet. Il n'y a aucun sujet de santé là. Ouais. Et là, c'est dangereux, hein, parce que quand on parle des mineurs, ils se retrouvent à nouveau devant le tabagisme. Ouais. Et à moindre coût. Une clope, j'en achète dans ces commerces, des fois j'y vais, et puis je sors, je fume pas, hein, mais j'achète toujours ma clope là. Et je ressors avec une clope entre 70 et 1 euro. Donc pour 70 centimes, le gamin, il peut trouver sa clope. Hein. Voilà. Donc on détourne tout. Ouais. Ouais, c'est un vaste problème. C'est un vaste problème. Je ne sais pas si on trouvera la solution aujourd'hui, mais en tout cas, merci pour tes informations et ta vision là-dessus qui est très importante. Je vous dis à très vite sur la chaîne, de toute façon, pour d'autres interviews et tous les lundis pour notre émission à 22h. Merci à tous. Ciao, ciao. Merci.